Merci beaucoup. Bonsoir Samuel. Bonsoir. Un plaisir de te retrouver parmi nous. Donc cette émission déjà est dédiée à Nestor Vega, comme l'a dit Lise, et je suis sûre qu'il aurait été enchanté d'être parmi nous pour parler de deux thèmes principaux. Donc tout d'abord la recherche historique et mémorielle dans le Chili post-Pinochet, à travers ton œuvre, le documentaire Au nom de tous mes frères, et aussi le nouveau projet d'écriture que tu mènes avec Gaspard. Gaspard que nous saluons, qui n'a pas pu être présent, mais que nous aurons peut-être l'occasion de voir à un autre moment. Donc, on commence par le début, donc la recherche historique et mémorielle. Parle-nous donc de ton année d'échange à l'USACH, l'université de Santiago du Chili. Qu'est-ce qui t'a amené à étudier la dictature chilienne, à t'intéresser, et comment, ça aussi c'est une question un peu plus personnelle, comment est-ce que les professeurs étudient cette période au Chili? Est-ce qu'ils traitent ou non ce sujet à la faculté? Bonsoir Maria et bonsoir aux auditeurs et auditrices de Radio Libertaire. Donc pour revenir un peu sur ce projet qui m'a conduit au Chili, d'abord donc comme tu l'as rappelé, c'est une année d'échange au Chili, donc à l'université de Santiago, l'USACH, qui était anciennement donc l'UT, l'université technique d'État. Donc je le rappelle parce que ça a eu un rôle important justement dans le choix de partir au Chili et d'aller dans cette université. D'abord pour avoir des cours donc dans un pays latino-américain et surtout des cours dans une université publique, qui était l'un des principaux critères de choix au moment de partir en échange, et d'éviter justement les universités privées qui sont très très nombreuses sur le continent. Donc d'abord ce premier pas, l'USACH justement avec donc l'histoire de l'université de manière plus générale, le contexte de tout ce qui s'était passé pendant la dictature, ça m'a intrigué, et l'idée de suivre des cours là-bas, c'était un plus. Et donc en arrivant, j'étais dans le département d'histoire, donc de la faculté d'humanité à l'intérieur de l'USACH, et j'ai suivi donc plusieurs cours d'histoire contemporaine. Finalement, il y avait aucun cours qui était explicitement sur la dictature. C'était abordé, c'était mentionné, mais il n'y avait pas un cours comme on pourrait l'imaginer, 1973, 1990, ni pour la première année, ni pour la deuxième, ni pour la troisième. Donc ce premier constat faisait que j'ai abordé le thème par d'autres voies, ce qui était aussi du coup finalement un moyen assez intéressant de se plonger dans la question. Et donc parmi ces différents thèmes, il y avait celui de la théologie de la libération que je connaissais pas du tout, et donc pour lequel j'ai commencé à des recherches sur cette question, et surtout grâce à ce cours j'ai pu rencontrer donc un historien chilien qui s'appelle Esteban Miranda Chavez, et qui a été un peu la porte d'entrée pour les projets qui ont suivi. On le retrouve dans ton documentaire d'ailleurs. Voilà, tout à fait. C'est lui qui m'a d'abord un peu introduit à cette histoire-là, et qui m'a introduit à la réalité finalement donc des poblaciones, qui sont les quartiers périphériques de Santiago. Et finalement, en travaillant sur cette question et par les projets qui ont été menés pendant ce semestre d'études, j'ai pu rencontrer une ancienne religieuse, avec laquelle le contact tout de suite a été assez profond, et grâce à elle et grâce à Esteban, j'ai pu lire pour la première fois les mémoires d'une religieuse française, Nadine Loubet, la sœur Odile, qui raconte donc dans ses carnets son ressenti et son expérience du coup d'État et des premières années de la dictature par la suite. D'accord. Justement, tu as rencontré le peuple chilien. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Quel est ton avis européen, on va dire, lorsque tu arrives au Chili, la capacité qu'a ce peuple à ne pas oublier son passé et à cultiver sa mémoire? C'est tout un processus qui s'est fait avec notamment la création du musée de la mémoire qui apparaît également dans ton documentaire. Quel est ton avis sur le peuple chilien et sa mémoire? En arrivant, d'abord, il y avait une première surprise, c'était de voir aucune référence directe à l'unité populaire ou par exemple à Salvador Allende, en pensant par exemple que on pourrait imaginer en arrivant qu'il va y avoir un aéroport, une gare, une place, un boulevard important. Comme c'est le cas ici sur Paris.
comme c'est le cas ou aussi en banlieue parisienne par exemple, et finalement donc en arrivant on se rend compte que tout ça n'est pas présent, même si on sait forcément l'histoire en se renseignant en arrivant. Après sur la mémoire, les premiers contacts du coup c'était vraiment avec le milieu universitaire, donc avec des étudiants et des étudiantes de l'USACH essentiellement, avec qui le sujet a été abordé assez rapidement parce que c'est l'histoire de leur famille, c'est donc ils sont directement concernés par cette période, même s'ils l'ont pas forcément connue. Et donc, mon premier ressenti, c'était vraiment forcément à la fois un aspect très intense de recherche de vérité et de justice. Ça m'a assez frappé quand même, cette volonté que les personnes qui sont responsables de tout ce qui s'est passé et qui sont responsables de ce que leur famille ont pu vivre comme détention, comme torture et comme meurtre, soient jugés et rendre des comptes finalement à la société. Et en même temps, c'était en parallèle aussi, en tout cas à l'USACH, j'ai rencontré une grande volonté politique de transformer les choses actuelles et pas seulement, donc il y avait la perspective forcément passée de justice pour ce qui s'était passé, mais pas non plus une satisfaction vis-à-vis du modèle actuel qui a suivi la dictature de Pinochet. Au contraire, des revendications fortes, déterminées, et ça m'a tout de suite séduit, la politisation de la fac et des étudiants et des étudiantes. C'était un premier contact important. Et après, particulièrement sur la mémoire, finalement il y a eu, c'était assez ambivalent parce que donc dans certains milieux dans lesquels je pouvais évoluer, c'était vraiment quelque chose qui était qui était très facile d'aborder et sur lequel on s'exprimait et les personnes n'hésitaient pas, y compris à raconter des expériences personnelles ou familiales. Et d'autres milieux dans lesquels j'ai été aussi amené à vivre ou à croiser pendant cette année et puis après pendant l'année, 2 ans après quand j'y suis retourné, et d'autres milieux où c'était vraiment un non-dit. Et le fait d'évoquer mon travail, quand je me présentais, on me demandait sur quoi tu travailles, et donc je disais je travaille sur l'histoire d'une religieuse pendant la dictature. Ah ok, c'est bien. Et vraiment on coupait court tout de suite comme si c'était dérangeant que je puisse continuer de parler de ça, et puis des remarques aussi évidemment qui sont des remarques qui surviennent quand même assez souvent malheureusement dans l'histoire après les crimes contre l'humanité, mais des gens qui m'ont dit, y compris des personnes âgées qui avaient vécu cette période-là, mais nous on n'a rien vu, on n'a rien entendu, on n'était pas au courant, on savait pas les mêmes arguments qui ont été entendus en Allemagne après la guerre ou ailleurs. Donc voilà. Et finalement, est-ce que tu avais un lien, c'est une question que j'aurais peut-être pu te poser avant, est-ce que tu avais un lien avec le Chili ? J'avais pas de lien personnel avec le Chili, ni familial. Ça avait été, je l'avais étudié un peu pendant mes études et un peu au lycée aussi, en cours d'espagnol, mais aucun lien direct. Et finalement, aujourd'hui c'est le cas et j'en suis très content. Tu es un peu chilien. Très bien. Alors concernant toujours le terme de la recherche, qu'est-ce que les Chiliens ont pensé de ton travail et du fait peut-être que tu n'étais pas chilien et que tu t'intéressais à des thèmes que Chiliens n'avaient pas pensé aborder ? Souvent la remarque qui revenait régulièrement, et là je pense notamment à plusieurs entretiens que j'ai menés dans des poblations à Santiago, où il y avait un côté à la fois, déjà il y avait une surprise forcément, en plus par mon âge j'ai commencé, j'avais 19 ans ce travail, donc j'étais vraiment jeune, et donc il y avait une première surprise de me voir débarquer, poser des questions sur des histoires aussi presque intimes finalement de leur expérience de la dictature. Il y avait aussi beaucoup pour la plupart des personnes que j'ai rencontrées, il y avait aussi quand même beaucoup de joie et de satisfaction de pouvoir de nouveau avoir un espace, ou pour la première fois d'ailleurs à certains moments, pour exprimer ce qui avait été vécu, pour raconter cette histoire-là depuis ces secteurs-là. Et en même temps une frustration aussi que j'ai ressentie plusieurs fois, où on me disait c'est quand même triste et c'est un peu malheureux que ce soit El Frances qui viennent faire ses recherches sur tout ça, et que au Chili on n'ait pas l'occasion de le faire. Donc voilà, c'était un peu un mélange de ces 3 sentiments-là. Et après la réalisation du documentaire, qui est survenu donc plus tard, le temps de l'édition du film, etc. J'ai eu beaucoup de retours positifs, et surtout d'abord dans les premiers témoignages des personnes qui ont participé au documentaire. Forcément, c'était le principal avis
qui m'importait au début, parce que j'avais fait ce travail vraiment en cherchant aussi à être dans leurs attentes et à construire un projet qui soit pas seulement individuel, mais qui intègre aussi un peu les volontés de ce que chaque participant souhaitait exprimer ou non. Et après, par la suite, la diffusion, ça a permis de faire connaître l'histoire d'Odile, déjà, qui était donc une personne qui a connu beaucoup de gens à Santiago, dans la zone ouest, et donc qui a laissé beaucoup de traces derrière elle. Donc ça, forcément, ça a été pour beaucoup de personnes une joie de pouvoir avoir un documentaire à partager et à voir et revoir quand la mémoire de cette femme est évoquée. Et en même temps aussi un intérêt, là je pense par exemple plutôt au monde universitaire, un intérêt sur du coup la précision de cette recherche, donc se concentrer sur les femmes religieuses et laïques des populations de la zone ouest de Santiago, qui est finalement jusqu'à présent un thème qui a été essentiellement abordé à partir de témoignages masculins, à partir de témoignages de curés, d'évêques, d'archevêques, de prêtres ouvriers, et donc finalement un angle assez peu étudié et abordé, et donc ça suscite aussi des curiosités aujourd'hui. Très bien. On va passer rapidement à la deuxième partie, donc ton documentaire à proprement parler, dont le titre est « Au nom de tous mes frères ». Est-ce que tu peux préciser déjà pourquoi ce titre ? Le titre est issu directement d'une réflexion qui est écrite dans les carnets de Nadine Loubet, et qui clôture le documentaire, où elle prend la plume dans un état assez complexe. C'est une prière qui survient après un récit de torture et de violences sexuelles commises par les militaires contre des femmes qu'elle connaissait. Et donc après ce moment-là, elle laisse un peu éclater toute sa colère et tout son désespoir dans ses carnets. Et le passage final revient sur ce moment qui est assez fort pour une religieuse, encore plus de refuser l'espoir, et elle demande finalement le noir avec tous ses frères, au nom de tous mes frères. Et finalement, comme conclusion du film, comme conclusion de l'histoire à travers le documentaire du coup de cette femme, j'ai trouvé que c'était plutôt assez pertinent, et évidemment en même temps il y a un côté presque ironique, puisque c'est au nom de tous mes frères, mais au nom de tous mes frères au sens finalement biblique, alors que nous finalement on travaille plutôt au nom de ses sœurs, et donc finalement ce rapport-là, ça nous permet d'être un peu sur tous les tableaux, et c'est assez drôle. Alors ce film, il est diffusé en version originale sur le site du musée de la mémoire. Comment s'est fait cette connexion ? D'abord, quand pendant la réalisation du documentaire... Alors je rappelle que tu avais 19 ans. Moi, j'essaie de regarder en arrière à 19 ans. Non, je n'étais pas en train de faire des documentaires. Donc c'est quand même... tu avais déjà l'expérience du documentaire. Comment ça se présente si jeune, à 19 ans ? Non, pas du tout, mais j'avais vraiment envie d'exploiter les carnets, d'exploiter cette source, d'en faire quelque chose. D'abord, j'avais pensé écrire quelque chose ou juste les retranscrire et voir ensuite ce que je pourrais en faire en rentrant, mais en même temps, je savais que les carnets allaient rester là, et que surtout, j'avais envie de pouvoir apporter quelque chose pendant cet échange, avec aussi quand même le sentiment qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont été apportées par cette expérience au Chili, et que j'avais envie aussi, moi, personnellement, de m'impliquer sur un projet qui puisse être justement un projet collectif au service, donc là pour le coup de la mémoire d'une femme de cette zone, et donc l'idée du documentaire, elle est venue juste avec le constat de se dire que c'était peut-être l'outil le plus approprié pour faire connaître cette histoire et pour la diffuser à la fois en France et au Chili, là où peut-être un article aurait eu moins d'impact. Et finalement, j'ai eu aussi la chance de bien être accompagné sur ce projet. Donc évidemment, l'équipe technique avec laquelle j'ai travaillé, et qui a fait en sorte que le projet puisse exister, puisque tout seul ça aurait été impossible. Notamment, du coup, comme je le dis, pour tous les aspects techniques de l'audiovisuel. Et donc pendant la réalisation, il y avait le choix, d'abord une réflexion autour des lieux qui allaient être choisis pour illustrer les prières d'Odile. Évidemment, c'était difficile de calquer forcément à la réalité, dans la mesure où elle a vécu presque toute sa vie dans la zone ouest. On n'avait pas forcément une connaissance assez précise des lieux où elle avait vécu, des zones, et pas forcément non plus un accueil direct qui nous permettait d'aller filmer dans ces endroits, puisqu'à chaque fois on faisait quand même attention de toujours
aller filmer là où quelqu'un pouvait nous accueillir et là où quelqu'un pouvait représenter un peu la parole de ce documentaire et pas arriver juste pour filmer un quartier sans connaître personne. C'était important. Et donc finalement le choix de plusieurs lieux qui pouvaient plus ou moins coller en fait avec les écrits de la sœur, et en même temps qu'ils soient des lieux qui soient identifiables pour un certain nombre de personnes, y compris en France, avec une connaissance ou non du Chili, mais qui pouvaient quand même y reconnaître un certain nombre que ça pouvait leur évoquer certaines connaissances, certains souvenirs. Et donc le musée de la mémoire en fait partie, puisque c'est à Santiago le principal lieu de mémoire. Donc j'avais pris contact avec le musée d'abord pour avoir accès aux archives, dans lesquelles j'ai retrouvé plusieurs extraits de téléanalysis, qui était donc un groupe, une chaîne télé qui filmait clandestinement et qui diffusait clandestinement pendant la fin de la dictature, à partir de la fin des années 80. Et donc le premier contact est passé d'abord par le travail d'archives, et puis après j'ai fait une demande donc pour avoir l'autorisation de filmer dans les locaux et de filmer certains objets, certains textes, de filmer aussi les personnes qui regardaient le musée, puisque justement l'aspect mémoriel c'est aussi cette idée de transmission. Donc il y a plusieurs plans dans le film où on essaye justement de voir le lien entre l'image filmée à l'époque et l'image que nous on filme aujourd'hui de ces personnes qui regardent ces archives. Et finalement l'autorisation est arrivée assez vite. Le contact était bon, et plusieurs des personnes, dont l'archiviste du musée de la mémoire, José Manuel, avaient gardé mon contact, et on s'était finalement reparlé après mon retour en France pour réfléchir justement aux pistes de diffusion. Et au moment des confinements, où il y a eu beaucoup de temps passé justement à faire ce travail de mise à disposition d'archives audiovisuelles en France et donc au Chili aussi, on a pensé la possibilité de diffuser le documentaire là-bas, et donc du coup c'est le cas depuis un peu plus d'un an maintenant. Il est sur donc le site Conectados con la Memoria, qui est le site web dédié justement au projet documentaire et audiovisuel du musée de la mémoire et des droits humains. Alors on aura l'occasion d'en reparler, mais en France ce documentaire il n'est pas en libre accès, uniquement projeté à certaines occasions. Donc là lundi, on va le rappeler en fin d'émission. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, tout à fait. Donc le film est projeté en salle ou par des collectifs et associations quand l'occasion se présente. Il est distribué par le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, donc disponible aussi sur le catalogue du centre. Et ce lundi à 18h30, il sera présenté à Paris 3. Il sera présenté à Paris 3, à l'IHEAL, donc à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine, à 18h30. Et ce sera aussi. Et donc j'y serai aussi, voilà, pour présenter le film. Très bien. Donc si ça intéresse quelqu'un, où est-ce qu'on peut te contacter ? Et donc pour contacter à la fois pour me contacter pour une projection et pour le film, ou pour contacter Gaspard et moi pour le projet d'écriture en cours, c'est le nom du film, donc Au nom de tous mes frères, tout attaché @gmail.com. Oui, alors Janine lève la main. Dis-nous. Juste une petite question. La projection lundi à l'IHEAL, c'est ouvert à tous ou c'est réservé aux étudiants de l'IHEAL ? Non, normalement c'est ouvert au public extérieur, donc justement ce sera accessible pour des personnes externes aussi. Ah, génial. Très bien, super. Donc le Chili des années 70, c'est un thème qu'on a déjà abordé à la radio, c'est assez connu en fait. La dictature de Pinochet est aussi malheureusement connue, et elle s'est avérée horrible, que celle de ses sœurs latino-américaines. Mais le Chili des années 60 et 70, c'est aussi le Chili de l'organisation. Les habitants des quartiers défavorisés, les poblaciones, comme tu as dit, ont organisé des occupations, se sont installés dans des zones où il n'y avait absolument rien, et ils ont fait preuve d'une grande capacité d'autogestion et de solidarité. Donc Samuel, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette période ?
Ton documentaire fait référence à certaines initiatives. Est-ce que tu pourrais préciser un petit peu à la fois la zone, parce que la zone ouest, tout le monde ne connaît pas, et à la fois les initiatives sociales qui ont été développées dans ces quartiers? Ouais, tout à fait. En plus, c'est en lien parce que le choix de s'intéresser à la zone ouest, il est pas anodin puisque c'est dans la zone ouest que se trouve la plus grande quantité d'organisations populaires dans les années 70 et 80. Donc justement, quand on fait référence aux organisations populaires, c'est plein d'initiatives et l'intérêt de se pencher sur elles, c'est que c'est des initiatives qui ont été menées directement par les pobladores et les pobladoras eux-mêmes et elles-mêmes pour améliorer leurs conditions, pour revendiquer leurs droits à la dignité, au logement. Et donc c'est assez intéressant justement de se pencher sur des projets qui sont pas nés par des directions horizontales de partis politiques ou par une direction verticale de partis ou de l'Église catholique, mais de projets qui sont justement impulsés à la base. Et donc parmi tous ces projets, on retrouve donc dans le documentaire un grand nombre d'initiatives auxquelles la Sœur Odile a participé. C'est par exemple le Comprando Juntos, acheter en commun pour faire diminuer les prix à l'achat en gros et redistribuer. On retrouve les ollas comunes, les soupes populaires, les cantines populaires qui sont menées notamment par les femmes de ces quartiers-là, pour répartir le peu de nourriture qui est disponible pour les habitants, puisqu'on rappelle que c'est un contexte d'extrême pauvreté dans les années 60 et 70, donc comme tu l'as dit, c'est des occupations de terrain où des campements sont érigés, on appelle ça les tomas au Chili. Et après, par la suite, après le coup d'État, les conditions économiques sont évidemment encore plus néfastes dans la mesure où l'installation du modèle des Chicago Boys et donc du modèle néolibéral poussé à l'extrême fait que le chômage augmente et fait que donc la précarité pour ces secteurs augmente également. Et donc toutes ces initiatives, elles ont forcément un lien à la fois donc avec l'intense politisation qui existe au Chili dans les années 60 et 70, notamment pendant la période de l'unité populaire. Et ce qui est intéressant donc pour le projet autour de la Sœur Odile, c'est qu'elles ont aussi un lien avec une profonde solidarité qui est marquée par la théologie de la libération et qui est marquée par un christianisme libérateur, d'émancipation, qui se vit en commun, collectivement, et qui veut imiter le message de Jésus au plus proche des évangiles. Et c'est ce qui est ressorti de ce travail. C'est l'occasion aussi pour moi, justement, en parlant de cette intégration au sein des quartiers populaires, de transmettre mes salutations à la famille de Michel Donabin qui nous a récemment qui nous a récemment quittés, et qui est justement finalement l'ancien dépositaire des carnets, qui les avait gardés en France pendant plusieurs décennies à la demande de la Sœur Odile, et finalement avant qu'ils ne retournent au Chili, ils étaient déjà en France entre ses mains. Donc finalement il y a une continuité aussi entre ce lien donc Chili-France avec Michel, et il fait partie de notre projet puisque on a pu l'interviewer et travailler avec lui sur ses mémoires de justement cette époque dans la zone ouest de Santiago, où il côtoyait donc à la fois donc le monde des poblaciones et la Sœur Odile. Et donc du coup, pour revenir rapidement là-dessus, c'est vrai qu'on observe une profonde rupture à partir de 1973, à partir du coup d'État des forces armées, où évidemment toute l'organisation populaire est profondément réprimée dans le sang, et où le climat de terreur impose un grand nombre de restrictions et paralyse un peu les habitants. Mais finalement, il y a aussi une grande force de résistance, une grande force de subversion qui va continuer, qui va perdurer, et beaucoup d'organisations populaires qui avaient pu exister pendant l'unité populaire vont continuer d'exister, et d'autres nouvelles vont se créer sous la dictature pour accompagner le peuple en lutte jusqu'à faire tomber Pinochet, qui était un des slogans dans les années 80 pour la transition à la démocratie. Très bien, on va peut-être faire une pause musicale. Oui. Continuer un peu. D'accord, ok. Donc juste après une petite question et après on fera une pause. Donc comme tu l'as dit, l'initiative de lutte sociale, il a été nettement freiné par la dictature. Il y en a certains qui ont continué, mais on avait pris pour cible donc forcément les secteurs qui étaient défavorisés.
parce qu'ils étaient l'un des piliers aussi de Salvador Allende. C'était une sorte de revanche et ils ont été réprimés assez brutalement. Une résistance s'est donc organisée avec et sans armes. Cependant, il y a ce paradoxe chilien que tu as évoqué, caractéristique de certains voisins, c'est que l'Église, qui s'est toujours alliée, a plutôt été un instrument des dictatures, elle a fait partie intégrante de cette résistance, au Chili particulièrement, à travers le courant que tu as évoqué de la théologie de la libération. Donc, pourquoi t'es-tu concentré sur le personnage de Sœur Odile ? Parce que finalement, il y en a d'autres. Qui était-elle ? Et surtout, que représentait-elle ? Et pourquoi est-ce que tu as décidé de la faire sortir de l'oubli ? D'abord, le fait de se concentrer sur elle, ça a été tout de suite assez évident pour moi, dans la mesure où j'avais ces carnets entre les mains, que j'ai assez vite compris que j'étais peut-être le premier ou un des premiers à les lire, étant donné qu'ils étaient conservés au Chili, écrits en français, donc à moins justement que quelqu'un dans son entourage parle cette langue-là, c'était assez difficile de les traduire. Donc en ayant ces mémoires, j'ai été déjà forcément profondément touché par l'écriture et par ce qu'elle raconte. Et donc le travail sur cette sœur, c'était aussi pour moi forcément un moyen de lier la France et le Chili, donc de lier aussi le pourquoi j'étais là à cette période-là, cet échange. Et donc la sœur Odile, sur laquelle on pourra revenir après, quand elle arrive au Chili, c'est une sœur dominicaine française qui vit en Amérique latine depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, où elle s'est exilée avec sa famille, puisque son père a été jugé pour collaboration à Toulouse en 1945, et donc son départ en Amérique latine est finalement assez traumatisant pour elle, dans la mesure où elle accompagne un père qui fuit finalement la justice de son pays pour avoir collaboré. Et là-bas, elle rentre au couvent, elle devient sœur d'abord donc en Uruguay, à Montevideo, et elle part ensuite au Chili au milieu des années 60, où tout de suite elle s'intègre donc dans les quartiers populaires, notamment donc à Barrancas, qui est une des communes de la zone ouest, et où elle va continuer son engagement missionnaire pendant toute la dictature. Et cet engagement-là, ce qui est assez intéressant avec ce personnage justement, c'est que cet engagement-là n'est pas entièrement lié à son appartenance à une congrégation religieuse, puisque au moment où la congrégation décidera que la situation au Chili est trop dangereuse et décidera de retourner en Argentine en 1976, finalement la sœur Odile, elle, décide de rester, quels que soient les risques, au Chili, et d'abandonner sa congrégation. Donc, on va finir. Dernière question pour ton documentaire. Donc, tu restes en contact avec certaines des amies d'Odile, notamment celles qui sont présentes sur le documentaire. Qu'est-ce qu'elles ont fait, elles, de leur côté, pour cultiver leur mémoire d'Odile ? Et qu'est-ce qu'elles pensent de ton travail ? J'imagine qu'elles doivent être émues aussi. Odile est morte il y a 2 ans, c'est ça ? 12 ans. Et voilà, est-ce que vous êtes en contact avec sa famille aussi ? C'est des choses à savoir. Et quel lien tu gardes avec la population ? Est-ce qu'elle a changé ? Est-ce que tu as eu l'occasion d'y retourner ? Ça change aussi à travers les années. Et finalement, pour ce documentaire, quelle est la voie que tu as choisie ? Parce que pour l'instant, c'est plutôt des projections sur demande, c'est ça ? Oui, donc je garde un lien assez continu et fréquent avec finalement avec les personnes, à la fois celles qui apparaissent dans le documentaire, mais aussi les autres qui n'ont pas forcément directement été filmées, mais que j'ai rencontrées tout au long de ce parcours. Donc on continue d'être vraiment en contact, de se partager des nouvelles. Je les informe de ce que j'ai l'occasion de faire autour de ce projet-là, comme par exemple ce soir cette émission. Elles sont au courant, même si elles peuvent pas écouter, mais elles savent que c'est en cours. Et donc du coup, c'est important aussi de le souligner, c'est qu'elles continuent de leur côté d'avoir une activité militante
vraiment importante. Moi, j'ai été assez impressionné finalement quand j'ai commencé à travailler dans la zone ouest, dans les populations et dans les communautés chrétiennes, de voir leur degré de réactivité à l'actualité politique et sociale, leur politisation, leur investissement aussi dans les manifestations, dans les occupations, etc. Alors que je précise qu'on parle de femmes qui sont quand même autour de 80-85 ans. Donc c'était forcément très impressionnant pour moi. Donc aujourd'hui, autour d'Odile, elles en ont parlé, d'abord dans leur entourage, pour que les personnes qui l'avaient connue puissent voir le film justement donc sur le portail documentaire du Musée de la Mémoire, comme on a dit tout à l'heure. Elles en ont aussi parlé pour que j'ai l'occasion de le projeter. Ça a été le cas donc pendant les confinements aussi, en ligne avec la communauté de base José Aldunate, qui tire son nom justement d'un des prêtres ouvriers importants aussi de la zone ouest à l'époque, durant laquelle il y a eu beaucoup de retours aussi de personnes donc justement qui découvraient ce témoignage pour la première fois, ou de personnes qui avaient entendu parler d'Odile et qui ont donc pu connaître son histoire et connaître aussi forcément donc ses émotions, puisque le documentaire est basé sur ses écrits. Donc un lien continu avec le Chili encore aujourd'hui. Pour la diffusion du documentaire, effectivement, je suis ouvert à toutes les propositions et à toutes les possibilités, étant donné que vraiment ce film a vocation à être diffusé, parce que c'est aussi justement donc comme ton article, Maria, tu le soulignes aussi donc dans l'article qui est disponible sur le blog France Chili et sur le monde diplomatique au Chili, que c'est aussi une source d'inspiration, le combat qu'elle mène à cette époque-là, il y a une 50aine d'années, donc finalement c'est pas non plus un combat qui est si lointain que ça. Donc c'est une source d'inspiration, donc pouvoir le diffuser et pouvoir en parler aujourd'hui, c'est toujours une chance pour moi. Donc plusieurs projections qui ont eu lieu à Paris, à Rouen, à Marseille notamment, et d'autres projections qui sont à venir. Qui sont à venir, même au Chili, il me semble. Voilà, exactement. Donc ce projet-là continue d'avancer, et en parallèle donc aussi le projet d'écriture qu'on mène avec Gaspard, à qui j'envoie aussi toutes mes pensées. Il n'a pas pu être là ce soir malheureusement, mais qui m'accompagne sur le projet. Justement, on aborde cette troisième partie, on fait comme si Gaspard était là, donc que vient faire Gaspard dans ce nouveau projet d'écriture? Parce que jusqu'ici, tu avais un peu vécu l'aventure en solo. Comment Gaspard s'est incorporé et comment toi, tu as décidé, ou vous avez décidé, ce nouveau projet d'écriture? Est-ce qu'il s'est annexé en cours, ou est-ce que vous avez réfléchi ensemble? C'était d'abord, en fait, c'est parti du constat... après avoir terminé la réalisation du documentaire et avec les retours d'un certain nombre de Chiliens aussi en France et au Chili, que finalement c'était une source assez exceptionnelle et que c'était une histoire finalement assez peu connue qui donnait la parole à des personnes qui n'avaient pas forcément eu l'occasion de témoigner. Et donc finalement ce constat, ça a renforcé la volonté de continuer, de poursuivre le projet, puisque le documentaire c'est que 52 minutes, c'est concentré sur la figure d'une seule personne, donc on peut pas tout aborder. J'avais aussi beaucoup de documentation, j'avais des lettres, des photos, des écrits, d'autres écrits annexes de la sœur Odile et d'autres personnes, des mémoires d'autres religieuses, d'autres laïcs. J'avais d'autres entretiens à exploiter. Donc l'idée de poursuivre le projet s'est faite assez naturellement pendant l'année 2020. Et en fait, en commençant ce travail qui était forcément un travail sur le long terme, j'ai proposé à Gaspard de s'y joindre et de m'accompagner là-dedans, puisqu'on a une formation en histoire commune qui fait que donc on a une appréhension du projet. Évidemment, on a des idées différentes qu'on peut mutualiser, mais on a quand même de base une formation similaire, donc ça facilite le travail. Et finalement, depuis bientôt 2 ans maintenant, on travaille ensemble pour d'abord une recherche bibliographique qui est importante, puisque justement tout à l'heure on parlait du fait qu'on tente de pointer du doigt une absence, un oubli, une invisibilisation, peu importe comment on l'appelle, mais on pointe du doigt quelque chose, et donc pour pouvoir le pointer, il faut montrer justement à quel point cette absence se ressent et se retrouve dans d'autres sources, dans d'autres travaux qui ont été menés sur la période de la dictature ou sur l'Église. Donc ça, c'est un travail assez important sur lequel on travaille depuis 2 ans maintenant. Des entretiens en France qu'on a pu mener ensemble aussi, avec des amis d'Odile qui ont pu être retrouvés, qui sont aujourd'hui en France. Donc un travail aussi de mémoire et de travail sur des sources orales directement. Ce serait sur quel support? Parce que là, il y a des entretiens. Est-ce que vous savez si vous
vous allez plutôt faire un documentaire, un livre, C'est un projet donc d'écriture d'un livre, le projet de livre pour lequel on est en intense recherche de maison d'édition actuellement. L'idée du livre, ce serait de pouvoir combiner l'apport du documentaire, qui est justement de laisser une grande place aux entretiens et aux sources orales, donc de pouvoir citer directement un certain nombre de personnes pour que le livre soit finalement un recueil aussi d'un grand nombre de témoignages directs, notamment de femmes des populations de Santiago et de la zone ouest particulièrement. Et donc, ce serait une partie témoignage et une autre réflexion, ou ce serait un mélange des deux ? Voilà, ce serait un mélange des deux qui reprend les témoignages, qui les met en parallèle avec l'historiographie existante, qui la met en parallèle aussi avec la vie d'Odile, à partir de ses différents écrits, à partir de tout ce qu'elle a vécu au Chili depuis son arrivée jusqu'à sa mort en 2010. Et donc, en croisant différentes sources, l'idée, c'est de présenter sous forme d'enquête un travail qui est à la fois un travail d'histoire et un travail de mémoire sur l'importance qu'ont eu les femmes religieuses et laïques dans la zone ouest de Santiago pour la réorganisation du mouvement social, pour sauver des vies, pour protéger les personnes persécutées par la dictature et pour impulser aussi une résistance à l'échelle locale au régime militaire. Très bien. Et comment vous répartissez le travail ? Donc, pour l'instant, Gaspard a travaillé beaucoup sur certains aspects, puisque donc le livre est divisé en parties qui sont elles-mêmes divisées en chapitres. Donc ça permet d'avoir une vision claire de ce qu'on a envie de dire et de suivre aussi la chronologie, puisque un aspect important du livre justement que j'ai pas mentionné, c'est que ce soit quelque chose qui soit accessible à des personnes qui soient pas forcément familières de l'histoire de l'Église ou de l'histoire du Chili. Qu'il y ait donc un travail de contextualisation importante. Donc pour ce travail de contextualisation... Un peu comme ton documentaire. Un peu comme le documentaire aussi finalement, oui, tout à fait. Mais donc ce travail de contextualisation, il nécessite beaucoup de lecture, beaucoup de mise en commun, de réflexion et d'analyse. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut mener collectivement. Moi, je continue de garder un lien un peu plus direct avec tous les entretiens que j'ai menés et sur lesquels je travaille, puisque forcément ça m'évoque des souvenirs et c'est des choses qui ont été réalisées aussi pendant le documentaire et donc qui précédaient le projet d'écriture. Et on travaille aussi donc sur un certain nombre de projets spécifiques, comme sur lequel on a commencé à travailler, qui est de monter une exposition sur le rôle des ambassades à Santiago dans le secours des personnes persécutées, et donc pas seulement des ambassades, mais aussi des personnes qui aidaient les gens à se réfugier dans les ambassades. Et parmi ces personnes se trouve la sœur Odile, comme on le voit dans le documentaire, et d'autres personnes que j'ai eu la chance de rencontrer. Et donc ce projet qui est en cours actuellement permet donc, encore une fois, de mettre en lien des pratiques de résistance, des témoignages directs de personnes à qui on n'a pas forcément donné la parole après la dictature, et en même temps de mettre en lien avec l'histoire à la fois donc de l'Église, une histoire un peu invisible au sein de l'Église, et une histoire aussi finalement un peu cachée de l'histoire de la dictature, qui n'aborde pas forcément ces pratiques à l'échelle locale. Et comment est-ce que tu travailles avec peut-être des spécialistes au Chili? Je pense à l'historien, j'ai oublié son nom, Chavez. Est-ce que tu restes en contact? Est-ce qu'il va participer également d'une façon ou d'une autre? Oui, je reste en contact. Lui, en plus, il a travaillé sur les mémoires et sur les carnets d'une autre religieuse, qui est une religieuse chilienne qui s'appelle Blanca Rengifo, qui était la mère supérieure de la congrégation de l'amour miséricordieux et qui était en même temps membre du comité central du MIR, donc engagée à la fois dans la vie religieuse de sa congrégation et dans la lutte armée et dans la vie politique du MIR. Donc il a publié récemment aux éditions Escaparate au Chili, au début de l'année 2022, un livre qui revient sur ses mémoires avec une introduction historique. Donc c'est un contact qui est vraiment important, parce que c'est forcément un historien qui travaille sur des sujets similaires. Il a suivi le projet depuis le début, puisque c'est lui qui a, comme je le disais tout à l'heure, qui a été la porte d'entrée forcément de ce documentaire. Et aujourd'hui, en plus, c'est un ami proche, donc ça facilite les choses. Et j'ai la chance aussi de travailler avec un autre historien à Paris, qui peut nous aiguiller avec Gaspard sur nos recherches, sur la manière d'orienter notre projet, qui peut aussi relire et faire en sorte que, comme je le disais tout à l'heure, le projet soit le plus équilibré possible entre justesse et précision historique,
et accessibilité, à la fois donc accessibilité pour les lecteurs et les lectrices, et accessibilité mémorielle aussi, dans l'idée que c'est un travail qui doit être pensé comme un outil aussi à s'approprier collectivement, pour se rappeler d'un certain nombre de figures féminines qui n'ont pour l'instant aucune étude précise à leur sujet. D'accord. Et est-ce que les entretiens ont déjà abouti ? Enfin, est-ce que la partie entretien, elle est finalisée ? La partie entretien est finalisée, puisque après cette première année d'échange, qu'on mentionnait au début de cette émission, je suis retourné au Chili en 2021 pendant à peu près 4 mois pour approfondir justement la recherche. Ça a été l'occasion aussi de me redéplacer dans la zone ouest, dans un certain nombre d'endroits que je connaissais pas forcément encore, et de rencontrer d'autres personnes. Donc ces entretiens-là ont été enregistrés, filmés. Donc on travaille aussi sur les retranscriptions, évidemment, sur le montage, pour que certains de ces entretiens soient accessibles aussi sur YouTube quand les personnes sont consentantes pour cela. Et donc à partir de ces entretiens et à partir du reste de nos recherches dont j'ai déjà parlé, on arme peu à peu les chapitres, la chronologie, les parties, et on fait en sorte que le déroulé historique soit accompagné d'un certain nombre de réflexions, justement sur à la fois sur la résistance chilienne, sur l'Église et sur les femmes religieuses à cette période-là. Donc ces témoignages, comment vous y êtes pris pour ces témoignages, vous-même n'étant pas forcément chilien, parler de choses intimes, est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières ? Oui, il y a eu des difficultés. En fait, c'est déjà les entretiens qui ont eu lieu pendant la réalisation du documentaire, et après, ça s'est vraiment pas déroulé de la même manière, dans la mesure où là, quand j'y suis retourné l'année passée, le fait d'avoir réalisé le documentaire et de pouvoir l'envoyer à quelqu'un avant de commencer le travail, ça, c'était tout de suite un plus, puisque la personne pouvait regarder mon travail avant qu'on se rencontre, et donc du coup, ça créait un lien plus facile qu'au moment où justement l'idée c'était de faire l'entretien pour la première fois pour que l'entretien serve au film. Donc les premiers entretiens ça a été forcément très intense émotionnellement pour un grand nombre de personnes qui racontaient ces histoires-là. Ça fait ressortir quand même beaucoup de traumatisme et de souffrance. Donc c'était difficile aussi d'arbitrer entre les questions qu'on avait envie de poser et le respect aussi de la personne qui était interviewée. Et là, en fait, finalement, en 2021, les personnes que j'ai eu la chance de revoir ou de rencontrer pour la première fois, elles ont vraiment toutes... on a créé un lien de confiance assez fort. Elles sont toutes investies à 1000% dans le projet. Quand j'ai une question à poser, on a un groupe WhatsApp avec toutes les religieuses de la zone ouest que j'ai rencontrées. Et je leur dis, par exemple, voilà, j'ai retrouvé une lettre où on parle d'une sœur anglaise qui aurait participé à telle action. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Et elle, après, boum, boum, ça renvoie de partout le message, ça pose des questions, ça retrouve. Et donc finalement, grâce à cela aussi, le projet a pu voir le jour, puisque je suis pas le seul à faire ces recherches-là, mais que j'ai la chance d'être accompagné par toutes ces religieuses qui continuent aussi, elles, d'alimenter le projet. Elles sont sur tous les fronts, décidément. Voilà, exactement. Donc c'est assez agréable de pouvoir mener un projet histoire-mémoire en ayant des personnes qui ont connu cette période, qui l'ont vécu, qui sont à la fois dans le projet et qui accompagnent le projet et qui permettent de le réaliser en même temps. Et vous en êtes à peu près à quelle étape ? On a déjà commencé la rédaction. Donc plusieurs chapitres ont déjà été écrits et relus, structurés. On essaye d'arbitrer, donc comme je l'ai dit toujours, sur l'écriture, sur cette idée d'enquête, donc d'intégrer des éléments historiques et des éléments de la recherche aussi qui a été menée sur les 3 dernières années. Et donc comme je le disais, il y a plusieurs actualités en ce moment, qui est donc justement la recherche de la maison d'édition et aussi la création prochaine d'une association qui va venir soutenir à la fois le projet documentaire dans sa diffusion et qui va soutenir aussi le projet d'écriture. Et donc toutes ces informations seront disponibles sur nos différents réseaux dont on pourra parler juste après. Et
Et donc pour conclure sur un petit mot de la fin et après on va passer. Et pour conclure sur le livre, voilà, l'idée véritablement, c'est de pouvoir de pouvoir raconter une histoire qui n'a pas encore été racontée et de faire en sorte que ce soit pas seulement un récit, mais que ce soit un récit argumenté et qui démontre une réalité historique vraiment importante. Très bien. Donc maintenant. Il y a eu beaucoup d'infos et c'est vrai que Samuel, tu parles très vite. Donc, cette partie-là, on va essayer d'aller un peu moins vite. Comment est-ce qu'on peut te contacter ? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le plus simple, c'est par mail. Donc, au nom de tout, TOUS, mes frères, au pluriel, sans accent, @gmail.com. Donc cette adresse mail là au nom de tous mes frères @gmail.com. C'est aussi possible sur Facebook au nom de tous mes frères, la page du film et éventuellement c'est possible aussi sur Instagram avec Iglesia Liberadora Chile, donc Iglesia Liberadora Chile. Sur lesquels on partage, sur cette page-là, on partage aussi un certain nombre de contenus, notamment de photos, etc., qu'on peut pas mettre ailleurs. Donc c'est les trois principales manières de rentrer en contact avec moi et avec Gaspard. Et il y a une newsletter aussi assez complète qui sort tous les combien ? Tous les mois aussi, donc effectivement, une fois le contact établi, on maintient un lien donc avec les personnes qui suivent le projet par une newsletter mensuelle qui revient à chaque fois sur un élément constitutif de notre projet ou sur un élément de l'histoire contemporaine du Chili et sur lequel on aborde donc à la fois des interprétations historiques, des textes directement de personnes de l'époque, des photos et sur lesquels on relaie évidemment aussi les actualités de notre projet, comme lundi. Donc ce lundi 21 à 18h30, la projection du documentaire Au nom de tous mes frères sur le campus Condorcet de l'IHEAL, donc à Aubervilliers. Très bien. Donc la boîte commune Au nom de tous mes frères, c'est à la fois pour toi et Gaspard. Est-ce que l'un d'entre vous s'occupe plutôt particulièrement de quelque chose ou vraiment... Non, c'est un travail qu'on mène ensemble pour les projections. En général c'est moi qui m'en occupe puisque c'est du coup le film est à mon nom et le contrat de distribution avec le Centre Simone de Beauvoir fait que c'est moi qui gère cette partie-là. Donc voilà. C'est la même adresse mail au nom de tous mes frères gmail.com. Plutôt écrire à Samuel pour une projection. Et à Gaspard et Samuel pour éventuellement une édition ou un contact pour une future édition ou peut-être un contact d'un contact pour une future édition. Tout à fait. Ils sont ouverts à toute proposition. Peut-être pas n'importe laquelle. Bon, merci beaucoup Samuel. Merci Maria. On embrasse chaleureusement Gaspard qui doit nous écouter. Et on fait une petite pause musicale pour passer à la deuxième partie avec Janine.